Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Quel budget faut-il prévoir pour les soins de santé? Faut-il une norme de croissance égale, inférieure, supérieure à l'inflation? Et pourquoi faire? Quels sont les projets qu'il faut défendre en matière de soins de santé dans le futur? Chez nous, l'organisation et le coût de la santé, c'est l'affaire des professionnels de la santé, bien sûr, de l'État fédéral, mais aussi des mutualités. Alors, quel est le rôle de ces mutualités? Comment imagine-t-elle ce rôle dans le futur? Quelles sont les réformes qu'elles envisagent? Avec quel objectif, quelle philosophie et quelle efficacité? Ce sont les débats que nous allons aborder ce soir dans Plus d'Actu. Avec deux invités sur notre plateau. Élise de Roite, bonjour. Vous êtes la directrice du service d'études et du service politique à la Mutualité chrétienne. Bonjour. Et François Perle, vous êtes conseiller stratégique auprès du secrétariat général de Solidaris, on disait autrefois les mutualités socialistes. Merci Bonjour. À tous les deux d'être présents. Avant de vous donner la parole, un petit coup d'œil comme tous les soirs dans nos archives. On va s'arrêter pas très loin sur une manifestation organisée lors de la Journée mondiale de la santé. C'est pas très vieux ça, c'était le 7 avril. Reportage de Briam Momart et Karim Fahim. Sur la place du Luxembourg, le bruit des tambours se mêle aux représentations théâtrales. Plusieurs acteurs de la santé se sont réunis à l'occasion de sa journée mondiale. Ils luttent aujourd'hui contre un phénomène qu'ils décrivent comme exacerbé par la crise Covid, la commercialisation de la santé. On constate de plus en plus que les intérêts financiers et économiques prennent le pas sur l'intérêt de la santé publique, c'est-à-dire l'intérêt de la santé de la population. Donc on va choisir des traitements les moins chers, du matériel le moins cher, mais aussi on va aller faire appel à des sociétés commerciales pour assurer des soins de santé. Les manifestants sont venus de plusieurs pays européens avec leurs constats et leurs revendications. Il y a des milliers de travailleurs de la santé et du socio-sanitaire qui abandonnent la profession après des années, après des formations qui sont quand même assez importantes, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que les charges de travail sont énormes, parce que les salaires sont très bas et les conditions de travail sont de pire en pire. La santé, on a besoin du temps, on a besoin de l'investissement et on a besoin de pouvoir planifier les besoins de notre société. Au niveau de la Belgique, on mène une campagne qui s'appelle Vivre mieux, qui porte 30 revendications pour changer le système de santé, changer l'accessibilité, l'améliorer, changer aussi une vision restrictive qu'on a de la santé aujourd'hui. Des revendications partagées par d'autres pays européens comme l'Italie ou encore l'Espagne. Des manifestations similaires y étaient aussi organisées aujourd'hui. Donc ça, c'était le 7 avril. Élise de Roite, la marchandisation de la santé, c'est une des craintes que vous pouvez avoir ou pas? Oui, en tant que mutualité, on a toujours la crainte de la marchandisation de la santé. C'est vrai que nous, on est un acteur de santé publique et nous, on a toujours à cœur de défendre les patients et les intérêts des patients face à d'autres intérêts qui sont liés au système de santé lui-même. Si vous devez définir votre rôle en 3 phrases, vous m'expliqueriez quoi? Nous, on représente les patients dans tout le système de convention. Donc on représente à chaque fois les patients, les intérêts des patients pour que la santé soit le plus accessible possible et pour que la santé mène des objectifs de santé. C'est pas juste le remboursement, la mutualité? Non, on a aussi toute une fonction politique d'être présent au nom des patients quand on est en train de négocier les nouvelles politiques de santé. Et c'est vrai que c'est un rôle très important pour les mutualités parce que c'est le rôle qui permet d'orienter les politiques de santé. C'est ce qu'on appelle notamment l'accord médico-mutualiste qui va permettre de définir quel montant on doit payer et quel montant va être remboursé pour les différents soins. Je me tourne vers François Perle. C'est le moment des bilans. On est en fin de législature. Bon bilan, mauvais bilan, la coalition Vivaldi en termes de soins de santé? On va dire comme le soir, on est autour de 7-8 sur 10, je dirais, alors avec un bilan très bon en ce qui concerne le réinvestissement de soins de santé, puisque grâce à la norme de 2,5%, on a pu quand même arrêter l'hémorragie qui avait commencé et heureusement stoppé sous le précédent gouvernement. On est passé de 26 à 37 milliards d'euros, donc une augmentation de 11 milliards. C'est significatif en 5 ans. C'est significatif, il y a dedans, et c'est tout à fait légitime, il y a une part d'indexation, puisqu'il y a eu quand même la crise inflatoire qui a joué, mais il y a aussi une norme de croissance qui permet de faire plus que l'inflation, puisque l'inflation ou la croissance du PIB ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de soins de santé. Donc ce point de vue-là, c'est positif. 2 éléments aussi positifs que j'ai à retenir. D'une part, le remboursement des soins psychologiques. C'est une grande avancée. La deuxième, assez récente, mais qui est symboliquement et je crois socialement très importante, c'est l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les patients BIM dans l'ambulatoire, qui est, je pense, une des mesures d'accessibilité les plus importantes qui ont été prises ces dernières années. Voilà, BIM, c'est bénéficiaire d'interventions majorées. C'est les plus fragiles d'entre nous, pour faire simple.
Une appréciation sur Frank Van den Broek, le ministre de la Santé. Son côté professoral irrite parfois les interlocuteurs. Est-ce que les mutualités ont eu plaisir à travailler avec lui ou pas ? Plaisir à travailler avec lui. Disons que c'est quelqu'un qui est parfois à l'écoute, parfois moins. C'est pas toujours très facile de discuter avec lui. D'abord parce que c'est un fin connaisseur du système et que comme tout fin connaisseur du système, il a peut-être du mal à entendre les opinions des autres. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est le principal comptable et responsable du bilan. Et au final, on peut dire quand même que le bilan est globalement positif. Ouais, Madame Derwatt, est-ce que la mutualité chrétienne partage l'appréciation globalement positive de Solidaris ? Oui, on peut dire quand même qu'on a un ministre qui a vraiment eu à cœur de rendre les soins de santé plus accessibles, notamment financièrement. Ça, c'était vraiment, si on a dire un aspect positif du bilan du ministre, c'est d'avoir voulu rendre les soins de santé plus accessibles. Donc avec une réforme du MAF, donc, qui est le maximum facturé. Ouais. Quand on atteint un certain seuil de remboursement, on ne peut plus vous facturer plus. Donc là, on l'a abaissé à 250 pour les plus vulnérables. On a parlé de l'interdiction des suppléments, y compris par exemple en radiologie, ou quand vous faites une IRM pendant les heures d'ouverture, il y a une interdiction de supplément d'honoraires. Donc c'est vraiment un ministre qui a eu à cœur de rendre les soins plus accessibles. Peut-être un peu moins si on prend l'accessibilité au sens plus large, c'est-à-dire pas uniquement l'accessibilité financière, mais aussi la disponibilité des soins. On sait par exemple qu'il y aura des gros problèmes de pénurie, ou si on doit parler par exemple de l'acceptabilité, c'est un terme un peu moins connu, mais par exemple, est-ce que le type de traitement qui est proposé aux patients correspond à ses attentes en termes de santé? Est-ce qu'il est assez pris en considération? Là, il y a encore du travail, mais en général, oui, un bilan plutôt positif et plutôt en faveur de la santé publique. Alors, je vous propose d'entendre quelqu'un qui n'a pas du tout une appréciation positive de l'action de Frank Van den Broek. C'est Gaëtan Mesdac, c'est le président d'un groupement d'infirmiers qui s'appelle Union for You. Et Union for You est notamment en colère contre le ministre après la création d'un statut d'assistant infirmier créé par Frank Van den Broek. On entend Gaëtan Mesdac. Vouloir remplacer les infirmières dont on a augmenté la formation à 4 ans il y a quelques années pour augmenter la qualité des soins et les remplacer par des personnes moins bien formées à qui on va donner toute notre liste d'actes et sur base d'un texte de loi qui parle de prestations complexes, moins complexes, de situations difficiles, qui donne la possibilité aux médecins de coordonner les soins infirmiers en l'absence d'une infirmière IRSG. Je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. On aimerait que l'assistant en soins infirmiers reste sous l'autorité de l'infirmière et pas du médecin. On ne veut pas qu'on puisse travailler dans des équipes et quand il veut mettre l'assistant en soins infirmiers au niveau de la loi des hôpitaux, il va permettre de les rentrer dans les normes d'encadrement et donc on va se retrouver peut-être certaines nuits en maison de repos pour 120 lits avec un assistant en soins infirmiers et une aide-soignante. Déjà donc il n'y aura plus d'infirmiers ou d'infirmières. Si on laisse passer la loi, il n'y aura plus besoin d'avoir d'infirmières IRSG dans les services. François Perlon, là on comprend bien la complexité de toutes ces réglementations, de ces décisions, mais aussi l'impact que ça peut avoir pour les patients. On cherche à dépasser le phénomène de la pénurie d'infirmiers et d'infirmières en créant un statut d'assistant infirmier, c'est une bonne chose, ou on cherche à faire des économies en utilisant des assistants qui seront moins bien formés et moins bien payés que les infirmiers. Est-ce que vous êtes penché sur la question ou vous laissez ça aux infirmiers et aux infirmières? Non, on s'est un peu penché sur la question. D'abord, dire qu'effectivement, le texte de loi tel qu'il avait été déposé était difficilement acceptable, on fait des points difficilement acceptables qui a été largement amendé à la fois par le gouvernement et par le Parlement. Donc on n'est pas à la situation à laquelle on était initialement prévu d'arriver. Deuxième chose, je crois qu'en tant que tel, l'idée de créer des nouvelles professions de soins n'est pas mauvaise, mais évidemment il ne faut pas downsizing et que ces professions de soins finissent par remplacer les professions de soins qu'elles sont supposées aider. C'est la même chose pour les assistants bucco-dentaires. Ils ne sont pas vocation à remplacer les dentistes, ils ont vocation à les aider, c'est la même chose. Il faut que les pratiques, effectivement, soient codifiées et soient très clairement réglementées pour qu'on ait des personnes qui sont avec une formation adéquate dans les services hospitaliers, mais on ne va pas en sortir avec une vision très restrictive de la profession d'infirmière, tout comme on ne va pas en sortir avec une position très restrictive de la profession de médecin. Ouais, ça, c'est le rôle des mutualités aussi, c'est d'éviter qu'il y ait un nivellement par le bas des différentes professions à l'œuvre dans les soins de santé. Oui, c'est-à-dire que nous, on plaide, bien entendu, pour que ce soit des métiers de qualité. C'est un des objectifs. Il y a 5 objectifs dans la planification de la politique de santé. Un des objectifs, c'est le bien-être des soignants. Et c'est vrai que nous, on y est très attentifs.
Il y a tout un débat sur la délégation dans les professions de santé, c'est-à-dire que... Qui a la responsabilité de quoi? Oui, qui a la responsabilité de quoi et pourquoi est-ce qu'il faut qu'un médecin se prononce, pourquoi il faut qu'une infirmière ou un infirmier avec un master se prononce, quels actes peuvent être pris en charge par d'autres prestataires. Nous, ce pourquoi on plaide, c'est qu'il y a une bonne intégration de ces métiers, une bonne collaboration entre ces métiers et qu'en effet, on ne surcharge pas certaines professions d'actes qui pourraient être menés par d'autres professions, mais que ces autres professions soient aussi valorisées à la hauteur de ce qu'elles apportent au système de santé. Je voudrais vous entendre tous les deux sur la rémunération des médecins qui jusqu'à présent sont essentiellement payés à l'acte. Et on sait que les spécialistes sont beaucoup plus payés que la plupart des généralistes. Et il y a un nouveau système qui a été lancé par le ministre, Frank Vandenbroek. On a appelé ça le New Deal. La part de l'acte, elle existe toujours, mais elle a beaucoup moins d'importance. C'est la rémunération liée au nombre de patients pour permettre le suivi sur la longueur a pris plus d'importance. Ça va dans le bon sens, ce New Deal, François Perle? Oui, tout à fait. On est tout à fait favorable à ce type de rémunération, qui est aussi demandé en fait par beaucoup de médecins généralistes, qui demandent à pouvoir être mieux rétribués pour passer du temps avec les patients et donc pas devoir faire du chiffre et de la productivité pour pouvoir assurer un revenu décent. Parce que au tout début de la réforme, il n'y a que, si j'ai bien lu, 158 médecins qui ont choisi d'opter pour le New Deal, donc 48 à Bruxelles. Ça ne rencontre pas un fort enthousiasme. Hein? Non, mais ça reste aussi dans la mesure des budgets qui ont été libérés. C'était vraiment une première étape. Je crois que c'est intéressant de tester la chose. Il faut savoir aussi qu'en fait, de plus en plus, notamment de jeunes généralistes, s'orientent vers des maisons médicales où là, c'est du forfait total et donc le mode de rémunération est très différent, particulièrement à Bruxelles. Il y a quand même un taux de couverture important de maisons médicales, donc les choses évoluent, elles évoluent lentement, mais je crois que surtout, et c'est ça qui est important, elles collent à la demande des médecins généralistes qui, je rappelle, de plus en plus, singulièrement les jeunes, cherchent un équilibre correct entre vie de famille et vie professionnelle et en ont marre de faire du chiffre. Ouais, c'est ça le futur de la rémunération des médecins, en tout cas pour les généralistes, être rémunérés au nombre de patients et non plus au nombre de consultations? Il y a une évolution, une tendance en tout cas de planifier l'offre de soins par rapport aux besoins et pas par rapport à la disponibilité de l'offre. Donc ça veut dire regarder combien de prestataires on a besoin et puis essayer d'avoir une planification qui tient compte de ces besoins. Bien entendu, c'est surtout, et vous l'avez dit, pour les généralistes que c'est très important, parce que les généralistes, ils ont tout un rôle de première ligne, donc ils sont le premier contact de soins pour la plupart des patients, et ils font aussi beaucoup de prévention. Et donc c'est très important d'avoir un système forfaitaire suffisant, parce que comme ça donne aussi de la place à cette prévention. On le connaît dans le système des maisons médicales, mais c'était aussi l'ambition du New Deal de travailler de manière intégrée aussi avec d'autres prestataires de santé, et aussi d'autres prestataires sociaux, par exemple des services sociaux. Alors je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui va se passer demain en matière de soins de santé. Quand je dis demain, c'est la prochaine législature, avec une première question sur le budget de ces fameux soins de santé. Il croît en ce moment de 2,5% par an, c'est ce qu'on appelle la norme de croissance, coulée dans l'accord de gouvernement. Les libéraux flamands, le parti d'Alexander De Croo, veulent la ramener à 1,5%, cette norme de croissance. On va écouter Alexia Bertrand, secrétaire d'État au budget du gouvernement fédéral et membre de l'Open VLD. Le Fonds monétaire international, qui compare des dizaines de pays, nous disent avec la qualité de service que vous avez, avec le type de soins de santé, vous devriez être 20 à 30% moins cher. Plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'on doit toucher aux droits des patients. Vous savez, moi j'ai vécu aux États-Unis. La sécurité sociale et les soins de santé en Belgique, je les chéris. Je ne voudrais me faire soigner nulle part ailleurs qu'en Belgique. Mais il va falloir qu'on travaille de façon plus efficace. Comment on fait pour faire 20 à 30% d'économies sans que ça touche à la qualité des soins et à l'accueil du patient, Alexia Bertrand? Alors il y a plusieurs choses. Ça veut dire qu'on perd beaucoup d'argent dans quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas assez de prévention, par exemple. On est top dans le soin, mais on n'est pas bon assez dans la prévention. Si on compare par rapport à l'Allemagne et à la France, ils font 2 fois plus de prévention que nous. Si on regarde les Pays-Bas, c'est 3 fois plus. Alors, Élise de Watt, je vous ai vu sourire pendant l'extrait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne compare pas les mêmes choses. Donc c'est difficile de réagir par rapport à ça. Non, nous, on ne plaide pas pour une diminution de la norme de croissance parce que nous, ce pourquoi on plaide dans le budget des soins de santé, c'est d'avoir un budget qui évolue vers des objectifs de soins de santé. Donc on ait des objectifs pour la population, des objectifs d'amélioration de la santé et que le budget soit le reflet de ces objectifs. Donc on fait d'abord les objectifs et on met les chiffres derrière et pas l'inverse. Oui, oui c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que... Au moment de la formation du gouvernement, traditionnellement, on entend les représentants des mutualités. Est-ce que c'est un moment important où vous pouvez être, non pas seulement entendu, mais aussi écouté, ou c'est une négociation politique qui vous échappera ?
Non, non, on est vraiment très, très impliqué dans tout ce qui est la création du budget des soins de santé. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, maintenant, on travaille en co-création avec les prestataires pour essayer de définir quels sont les besoins pour la santé publique et quels sont les objectifs qu'on va atteindre ensemble. Il faut savoir que le budget des soins de santé, il était fort construit en silo jusqu'en 2022. Donc, on avait un budget pour les hôpitaux, un budget pour les médecins, un budget pour les infirmières. Maintenant, on essaie aussi d'avoir des projets transversaux. Et ces projets transversaux qui doivent mener à un objectif qui nécessite la collaboration de différents secteurs du budget. Et pour nous, c'est vraiment l'avenir. C'est-à-dire que le budget, il se réforme en regardant si tout conduit à plus de santé et puis en essayant de recycler ce qui ne conduit pas forcément à plus de santé pour des améliorations en santé. Je vais vous donner un exemple tout simple. On est dans un secteur où il y a de plus en plus, enfin, il y a toujours des nouvelles technologies possibles. On peut, bien entendu, démultiplier les consultations. Et donc, potentiellement, c'est un budget qui peut être exponentiel. Et donc, si on veut lui donner de la rationalité, c'est en objectivant les besoins qu'on a. Mais ce n'est pas en mettant une norme abstraite. Enfin, je veux dire, moi, je ne connais pas les études sur lesquelles se base la secrétaire d'État, mais personnellement, on a un budget qui est tout à fait représentatif du service qui est fourni à la population. Ouais. François Perle, je me tourne vers vous. Cette histoire de budget, de normes de croissance, ça va être le gros morceau de la négociation gouvernementale, de votre point de vue? Ça va être un gros morceau, mais quelques faits. Un, le bureau du plan, et je constate que Mme Bertrand s'intéresse aux indications du bureau du plan que quand elles vont dans son sens, mais le bureau du plan dit que la croissance moyenne des dépenses de soins de santé, en fonction des besoins de la population, va augmenter en moyenne de 5,2% par an dans la prochaine législature. Donc ça veut dire qu'une norme de 3%, c'est pas une espèce de wishful thinking politique, c'est quelque chose qui permet de couvrir les besoins. La deuxième chose, elle aime beaucoup, et la droite aime beaucoup, se comparer aux pays de la norme, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, et la Belgique dépense pour l'instant moins pour ses soins de santé que ces trois pays. Donc moi, je dis, intéressons-nous aux chiffres. Alors bien entendu, il y a des gains d'efficacité, bien entendu, on peut faire plus de prévention et probablement économiser ou du moins pouvoir réorienter des budgets, mais soyons clairs, cette histoire qu'on va faire 20 ou 30%, qu'on peut faire 20 ou 30% de réduction du budget de soins de santé, ça veut simplement dire que, et c'est très clairement le projet de l'Open VLD, qu'on va transférer une partie de l'assurance obligatoire vers des assurances privées et on va demander aux gens de payer en plus, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Pays-Bas, payer en plus de leur cotisation sociale des assurances privées pour la plupart de leurs soins. Quand Georges-Louis Boucher, président du MR, dit les mutualités, ça dépense trop d'argent, les frais de fonctionnement sont trop élevés, on doit les limiter au strict remboursement des soins de santé, elles ne doivent rien faire d'autre et le système sera plus efficace. On lui a déjà proposé peut-être de venir nous visiter, il a toujours refusé. Je dirais un chiffre de nouveau, intéressons-nous aux faits, les soins de santé, plutôt la part des mutualités dans les frais d'administration des soins de santé en Belgique, c'est 3,5%. C'est moins cher que la plupart de tous les autres systèmes de soins de santé en termes de frais d'administration. Ouais, un grand dossier, Élise Derwatt, c'est le nombre de personnes en congé maladie. On approche des 500 000 personnes en invalidité. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de personnes en congé maladie de longue durée que de personnes demandeuses d'emploi indemnisées. Il y a des velléités de réforme de certains partis. On doit réformer ce système-là ou pas ? Il est déjà en train d'être réformé par des mesures plutôt d'accompagnement. Donc, il y a toute cette réforme de ce qu'on appelle les coordinations de retour à l'emploi pour les invalides. Quand on parle des personnes invalides, on parle juste des personnes qui sont en incapacité de travail depuis plus d'1 an. Donc, c'est vraiment les malades de longue durée. C'est 500 000 personnes, c'est ces malades de longue durée. Et donc, on essaye de plus en plus de mettre des incitants, y compris, par exemple, pour les employeurs qui ont trop d'employés qui sont en incapacité de travail, ils doivent payer alors une compensation. Aussi pour les employés, et ça, c'est quelque chose que en tant que mutualité, nous, on déplore, c'est-à-dire que les personnes sont sanctionnées. Oui, elles sont obligées, en tout cas, à remplir un questionnaire sur leur motivation. Elles sont obligées d'avoir une rencontre. Elles ne sont pas obligées de suivre un trajet. Pour nous, on voulait que le trajet soit complètement volontaire parce qu'on pense qu'il faut vraiment que l'état de santé soit bon pour pouvoir penser reprendre le travail. Ouais. Mais après, l'accompagnement des travailleurs qui sont en incapacité de travail de longue durée est sans doute nécessaire parce que pour le moment, on constate qu'il y a beaucoup trop peu d'aménagement pour les personnes qui sont en incapacité longue durée et que c'est un problème pour reprendre l'emploi. Donc, quand vous dites aménagement, accompagnement, c'est une fois qu'on a repris le travail, c'est ça ? Mais aussi pendant l'incapacité de travail. C'est-à-dire pendant l'incapacité de travail, il faut toujours évaluer ce qu'on appelle les capacités restantes. Il faut évaluer si la personne, son état de santé a évolué. Il faut évaluer dans quelle modalité elle peut reprendre le travail ou pas. Van den Broek, un demande de mutualité de faire 3 contrôles par an pour ces personnes qui sont en congé maladie. C'est une bonne idée ?
C'est difficile de mettre des objectifs quantifiés, je trouve, sur ces questions, parce que c'est des situations très, très différentes. Et nos médecins conseils, ils connaissent aussi la situation de l'incapacité de travail, bien entendu. On suit les personnes en incapacité, mais c'est plus par l'accompagnement individuel, je pense, que par les contrôles qu'on va y arriver. François Perle, ça va être un gros dossier, ça aussi, dans la prochaine législation. On parle essentiellement de burn-out ou de maladies mentales ou psychologiques, hein, essentiellement de personnes qui ont plus de 50 ans. Hein. Ça va être un énorme dossier parce que c'est une part de plus en plus importante du budget de la sécurité sociale à l'horizon 2029. milliards d'euros. Ça va, en 2029, si on en croit l'ONSS, ce sera 18 milliards d'euros. Donc c'est quand même la moitié du budget actuel des soins de santé qui va passer en indemnité de maladie. Donc voilà, ça va être un très gros dossier sur le plan financier. Et ça va nécessiter, à mon avis, beaucoup plus qu'une réforme un peu cosmétique où on se dit qu'on va pouvoir remettre tout le monde à l'emploi. À l'heure actuelle, on est les premiers défenseurs de ce type de mesures. C'est évident qu'il faut pouvoir permettre aux gens qui peuvent retourner vers l'emploi de retourner vers l'emploi. Mais il faut arrêter de penser que c'est la principale solution. Pour l'instant, on a un flux entrant en invalidité qu'on ne parvient pas à juguler, qu'on ne parviendra pas à juguler avec ces mesures de retour au travail. Donc il faudra probablement venir avec des questions beaucoup plus fondamentales sur le pourquoi autant de personnes en Belgique glissent vers travailler sur le mal-être au travail. Le mal-être au travail, la productivité, la surproductivité des travailleurs belges. On sait qu'on est un des travailleurs, on a des travailleurs qui travaillent de manière la plus intensive en Europe. Donc peut-être que c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, dernier témoignage que je vous propose d'écouter. Suite Caroline Désir, elle intervenait sur notre antenne au lendemain d'Alexia Bertrand. C'était une forme de réponse, elle prenait le contre-pied d'Alexia Bertrand. Et vous savez que 44% des francophones ont déclaré reporter au moins un soin de santé en 2023. C'est la dernière enquête Solidaris. Ce sont évidemment les plus précaires, mais ce sont aussi parfois des travailleurs qui ont des bas ou des moyens salaires. Au PS, nous proposons une norme de croissance de 3% pour faire face aux enjeux pour la population, mais aussi pouvoir investir dans des enjeux qui nous semblent fondamentaux, comme l'amélioration des conditions de travail du personnel du care, donc des infirmiers, du personnel soignant en général. On doit faire face à des défis immenses. On doit développer un nouveau plan cancer, un nouveau plan sur les maladies chroniques. On doit faire face à l'état de santé mentale qui est très compliqué de notre population. Donc on doit investir dans la santé. Alors, on doit investir dans la santé mentale, plan cancer, plan maladie chronique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces objectifs? C'est des choses qu'il faudra faire pendant la prochaine législature? Oui, tout à fait. Je veux dire, la santé mentale, c'est vrai que c'est un énorme enjeu. C'est-à-dire qu'on vient de parler des burn-out, mais bien entendu, à la source, il y a tous des problèmes de santé mentale qui ne sont pas pris en compte. Alors bien, on a maintenant une nouvelle convention des soins psychologiques, mais le nombre de maladies chroniques, par exemple, évolue aussi beaucoup. Ce qu'on appelle les comorbidités, le fait que les personnes, elles arrivent en fin de vie avec plusieurs types de pathologies qui rendent leur état de santé beaucoup plus complexe. Et donc, en effet, il y a une augmentation des cancers aussi. Il y a beaucoup de déterminants environnementaux qui conditionnent les cancers. Il y a tout un plan qui doit être fait dans toutes les politiques pour améliorer la santé. Ce n'est pas uniquement les soins de santé qui vont pouvoir endiguer ces maladies chroniques ou ces cancers. C'est vraiment un plan intégré pour la santé dans toutes les politiques. Alors, je vais vous demander une conclusion chacun pour terminer cette émission. La priorité que vous demanderiez au prochain gouvernement en matière de soins de santé pour Solidaris, François Perle? Investir, donc pas en faisant 6 milliards d'économies comme le propose l'OpenVLD. Et deuxième chose, priorité des priorités, s'attaquer à ce qu'on appelle le Zorgingfrakt, c'est-à-dire le grand déficit de professions de soins qu'on va avoir dans les 10 prochaines années qui menace gravement l'accessibilité, donc notamment le numerus clausus, mais pas que. Donc il y a eu un accord là, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant cette législature, il faut aller plus loin? Probablement. Oui. Élise de Roite pour les mutualités chrétiennes. Réduire les inégalités de santé. Les inégalités de santé, elles se creusent et il y a plein de déterminants qui expliquent qu'elles se creusent. Il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, il y a des inégalités pour les personnes qui sont primo-arrivantes, il y a des inégalités avec les personnes âgées. Il faut vraiment des plans avec des objectifs de soins de santé et des politiques qu'on appelle d'universalisme proportionné, c'est-à-dire des politiques pour tout le monde, mais où on regarde ceux qui n'atteignent pas ces objectifs pour mettre encore plus d'efforts pour les soutenir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. François Perle pour Solidaris, Élise Deroite pour les mutualités chrétiennes. Demain, on parlera d'éducation, d'enseignement supérieur. On reviendra sur la réforme du décret paysage avec un face-à-face PSMR. On recevra Delphine Chabert et David Wetzmann. Et puis demain matin, dans notre matinale, on parlera notamment de permis de conduire. On recevra Ibrahim Donmes, député bruxellois. Continuez à bien vous informer et à demain.